écoutez-moi bien, plus jamais je ne me retrouverai dans cette situation d'être à la remorque de choix opérés par d'autres. Plus jamais. Cette fois-ci, il faudra qu'on y aille pour gagner. Et c'est de gagner dans un moment où si on perd, ce sont les poutinistes et les trumpistes qui l'emportent. Donc c'est pas juste une alternance, c'est une bascule. Si je vous regarde dans les yeux et je dis je suis prêt, comme j'ai été capable de dire que j'étais pas prêt, ben ce sera crédible. Vous pourrez me croire. Elle a une vie professionnelle qui est complètement indépendante de mon engagement et de ma vie. Donc en fait, il n'y a pas de confusion. On n'est pas d'accord sur tout. C'est évident qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et j'ai une chose qui est essentielle et que je ne sacrifierai jamais, c'est cette chance incroyable d'être père. C'est un moment dans l'existence où vous découvrez que vous n'êtes plus le personnage central de votre film. Dans les yeux d'Agathe. Raphaël Glucksmann. Comment devient-on Raphaël Glucksmann ? Quand on vient d'une lignée d'hommes engagés, est-ce qu'on hérite d'un destin ou on transgresse pour écrire le sien ? Vous êtes venu à la politique par les causes, les valeurs, et aujourd'hui, vous visez l'Élysée. Les Français savent que vous partagez votre vie avec Léa Salamé. Ils savent moins qui vous êtes. Dans la classe politique, vous pouvez sembler à contre-courant, sensible à l'éclat du monde, candide ou anti-cynique pour la presse à vos débuts. Êtes-vous sensible ou fragile ? Êtes-vous plus intéressé par les tourments de la planète que par le quotidien des Français ? Ces étiquettes sont-elles une force ou un fardeau ? Bonjour et bienvenue, Raphaël Glucksmann. Bonjour. Je vais vous poser une première question assez simple. Quand on vous demande quel est votre métier aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez ? Député européen. Moi, je suis un député européen engagé, heureux, je dois le dire. Je trouve que c'est une institution extraordinaire, le Parlement européen. Le fait qu'on invente une démocratie dans plusieurs langues, que la langue officielle soit la traduction, qu'on vienne de traditions nationales différentes et qu'on arrive à avoir des débats politiques. Heureux, mais aussi frustré, parce que je vois que l'Europe n'avance pas assez vite et que le problème, bien souvent, vient des États-nations qui la composent et qui refusent d'avancer. L'Europe est au cœur de votre engagement, on va en reparler. Vous allez nous dire aussi d'où ça vient, cette passion, cet engagement pour l'Europe. Mais la politique, pour vous, c'est quoi ? C'était un rêve de gosse ou vous y êtes venu plus tard ? Quand vous étiez petit, vous pensiez à quoi ? Mon rêve de gosse, c'était plutôt de devenir footballeur ou tennisman. D'accord. Mais vous en êtes bien éloigné ? Ouais, complètement éloigné. D'ailleurs, je pense qu'il y avait un petit problème de niveau aussi. Non, mais par contre, j'ai baigné dedans, la politique, depuis que je suis petit. Les débats sur l'état de la démocratie, sur le monde, sur les droits humains, sur la misère dans le monde et en France, tous ces débats-là ont baigné mon enfance. Donc j'étais dans la politique, mais le fait de faire de la politique n'était pas un destin que je me voyais à ce moment-là. C'est venu plus tard, justement, vous parliez de votre enfance, votre environnement. À l'origine, il y a notamment votre père, André Glucksmann, philosophe, figure intellectuelle des années 70, un ex-maoïste qui dénoncera ensuite les atrocités du communisme. On va l'écouter sur le plateau d'Ouvrez les guillemets. On est en 1974 et il reproche à l'ancien correspondant de l'Humanité à Moscou le silence de son journal sur les millions de victimes du goulag soviétique. Vous avez essayé, vous qui êtes correspondant, d'aller en Union soviétique et de fouiller dans les archives ? Puisque vous étiez correspondant de l'Humanité, vous avez renseigné les lecteurs français de ce qui se passait en Union soviétique ? Des camps de concentration, vous en avez parlé, vous avez un seul de vos articles qui en parle ? Ah, on ne connaît pas les chiffres. Mais bien sûr, on ne connaît pas les chiffres, on ne connaît pas non plus les chiffres dans les cours prématoires. On imagine que ce genre de débat, vous les aviez chez vous, enfant. Ça fait quoi de grandir dans une maison où l'engagement est au cœur de tout ? Ces débats-là, c'était des débats fondamentaux. Il y a toute une génération qui a rompu avec le communisme et le marxisme, qui venait de la gauche et qui s'est rendu compte qu'en fait, derrière la propagande communiste, il y avait des millions de morts. Et à ce moment-là, il y a un bouleversement intérieur. Mais moi, je vois chez mes parents, chez tous les amis de mes parents, un bouleversement intérieur en se disant, mais en fait, ce qu'on a soutenu pendant toute notre jeunesse s'est traduit en camp de concentration.
Et donc, c'est une rupture. Ah, mais c'est une rupture totale, mais qui va extrêmement loin dans la remise en question de soi-même, dans la remise en question de l'âme humaine, de comment on fait pour adhérer à une idéologie qui finalement produit le pire du pire. Et ça, moi, j'ai vécu dans cette ambiance-là de remise en question, et donc d'ouverture d'esprit totale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos dogmes tombent, eh bien vous êtes finalement réellement un citoyen du monde. C'est-à-dire que vous accueillez l'expérience et dans mon salon, j'ai eu une chance incroyable, c'est que mon appartement est devenu l'ambassade des causes perdues, l'ambassade de tous les gens qui n'avaient pas d'ambassade, c'est-à-dire les dissidents soviétiques. Oui, alors racontez-nous, parce que justement, vos parents hébergeaient chez eux des dissidents soviétiques, effectivement. Des dissidents soviétiques, des dissidents d'Europe de l'Est, mais aussi des opposants d'Amérique latine, donc des anticommunistes et des antifascistes. Mais vous aussi aviez le monde à votre table. Non, mais ensuite des féministes algériennes, des Tchétchènes qui luttaient contre la Russie. Et ce que j'ai eu la chance de voir étant enfant, c'est finalement ce monde des libertés qui pénétrait dans ma maison. Alors c'était incroyable. Enfin, c'est une chance inouïe, honnêtement. J'ai eu tellement de chance de découvrir toutes ces histoires. Vous assistiez à tout aux premières loges, c'est-à-dire quoi, vous viviez avec eux, vous dîniez avec eux? J'avais appris ce que c'est qu'aller en prison pour ses idées, ce que c'est que de risquer la mort pour ses opinions, ce que c'est que le courage, ce que c'est que la liberté, et aussi ce que c'est que la transgression des dogmes, parce que à table, il pouvait y avoir un opposant d'Amérique latine qui se disait communiste, antifasciste, et qui donc était porté sur le marxisme, et un dissident soviétique qui, lui, se définissait comme conservateur, parce qu'il s'opposait à un régime marxiste, et je me rendais compte qu'en fait, les deux s'entendaient extrêmement bien, parce qu'ils avaient en commun l'amour de la liberté, l'amour de la discussion, l'amour d'une forme de courage humain, et d'une forme de dignité humaine. Et c'est... Enfin, moi, j'étais là, je ne comprenais pas tout, mais j'étais face à ça, face au monde, chez moi. Cet amour de la discussion, de la nuance presque aussi, vous le retrouvez aujourd'hui dans les débats que vous avez, ou vous avez l'impression que c'était propre à cet appartement-là familial, un peu hors norme? Je pense qu'il y a toujours des îlots de discussion, de débat, de dissensus qui sont admis, qui restent courtois. Mais je crois qu'on vit une période de brutalisation et de simplification extrême. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le déferlement des sectaires, des gens qui sont absolument certains qu'ils ont raison, le harcèlement en meute, la capacité à poser des oukases sur tel ou tel. Et quand on se laisse aller à ça, en fait, on perd ce qui est le cœur de l'esprit démocratique. Et c'est pour ça que nos démocraties deviennent extrêmement friables aujourd'hui. Et moi, j'ai sans doute un attachement particulier à cet esprit de la discussion démocratique, à ce sens du dissensus qui fait la démocratie. Et ça m'effraie, ça m'inquiète, ça m'angoisse et ça me révolte, en fait, cette simplification à l'extrême. Je voudrais qu'on regarde votre mère, Françoise Glucksmann, sur une très belle photo en noir et blanc. Vos parents, vous ne les appeliez pas papa et maman? Alors déjà, je suis très content que vous montriez une photo de ma mère. Je descends d'une lignée de femmes engagées. Et ma mère, c'était le sens de la révolte, de l'indignation, de la justice. C'était une femme entière qui a énormément compté, évidemment dans ma vie, mais dans la vie aussi de mon père et dans la vie politique et publique de mon père. Et pareil pour la mère de ma mère, pareil pour la mère de mon père. Donc en fait, c'était. On en reparlera aussi de votre grand-mère tout à l'heure. C'était vraiment une histoire de couple. En fait, j'ai eu la chance aussi de grandir dans une famille où il y avait une sorte d'amitié, d'amour, mais d'amitié profonde entre mes deux parents et d'engagement politique commun. Et vos parents, vous ne les appeliez pas papa et maman? Non, c'est 68 tard. C'est 68 tard à l'époque. Oui, mais en même temps, nous, on n'était pas très 68 tard. Enfin, c'est-à-dire qu'il fallait quand même se coucher à 8h30. C'était pas pour les mêmes raisons que certains parents 68 tard qui voulaient pas que les parents leur appellent comme ça. Non, mais parce que moi, j'ai entendu toutes ces histoires sur les familles sans cadre, tout ça. Il est interdit d'interdire. Non, pas du tout. Il fallait se coucher tôt pour aller à l'école. Il fallait avoir des bonnes notes et il n'y avait pas. Il n'y avait pas ce culte de libertaire de l'enfant qui n'a pas de règles dans mon appartement, enfin dans la maison familiale. Mais c'est vrai que spontanément, je les ai appelés par des surnoms tout de suite. C'était Glux et Fanfan.
Beaucoup plus que papa et maman. Enfant Et pour- d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est au moment où ils sont morts que je les ai appelés papa et maman. Dans la dernière partie Ouais. de leur vie ou après Même leur... pour mon père, à la mort, enfin, sur son lit de mort. Et qu'est-ce que ça dit pour vous, ça? Bah, qu'au fond, c'était mon papa. Donc, enfin, il a noué avec moi une relation qui était aussi une relation d'amitié, pas simplement de la figure du père qui enseigne, oui, il y a des enseignements à transmettre, mais aussi une relation d'amitié. Enfin, c'est une chance incroyable. Je sais que ça a choqué pas mal de gens parce que quand il est mort, j'ai dit que je perdais mon premier et mon meilleur ami. Et ça a choqué? Là, il y a des gens qui ont expliqué que c'était vraiment le symbole de la déchéance de l'autorité paternelle que de dire ça. Mais je ne crois pas, parce qu'en fait, on peut avoir une figure d'autorité et en même temps cultiver une relation amicale avec ses enfants et se dire que c'est une grande chose qu'ils grandissent libres et qu'ils deviennent eux-mêmes ce qu'ils veulent être et ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est-à-dire que à la fois, on avait des cadres, mais en même temps, on avait une capacité à être libre. C'est quoi le moment de bascule pour vous, le moment où vous vous dites je vais passer des idées à l'engagement politique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de vous engager dans ce combat, dans votre vie? Alors, j'ai toujours été engagé, et quand je faisais des films documentaires, c'était des films qui étaient engagés. Quand j'écrivais des livres, c'était des livres qui étaient engagés. Mais il y a une journée en particulier en fait, qui m'a fait franchir le pas de la politique, je pense. C'est dans une conférence, j'avais sorti un livre qui s'appelle « Notre France », dont le but était de reprendre le récit national des mains de l'extrême droite et d'expliquer qu'en fait, le fait que la gauche soit devenue aphone sur ce qu'était la France, c'était une catastrophe et qu'il fallait à nouveau se battre sur le terrain du patriotisme et montrer qu'en fait, on pouvait avoir un récit national progressiste qui nous rende fiers d'être français. Et à un moment, j'ai fait une conférence à Metz et je me souviens, c'était une conférence dans un lieu extrêmement beau, une ancienne église, et il y avait une atmosphère particulière dans cette conférence. Et vous savez, quand vous faites des conférences, des fois vous êtes bon, des fois vous n'êtes pas bon, des fois le message passe, des fois le message ne passe pas. Et là, je sentais qu'il y avait une osmose, quoi. Enfin, c'était vraiment un moment puissant, les questions étaient extrêmement profondes, du coup on avait une conversation qui était très puissante. Et à la fin, on vous fait des dédicaces. Et les gens, normalement, s'ils n'ont pas aimé, ils ne viennent pas vous parler. Mais s'ils viennent vous parler, c'est qu'ils ont bien aimé. Donc tous les gens vous disent « Ah bravo, c'était extraordinaire ». Et il y a une vieille dame qui est venue et qui m'a regardé comme ça et qui m'a dit « Vous n'avez pas honte ?» Alors, je me suis arrêté un peu interloqué. Je dis « Mais pourquoi vous me dites ça, vous étiez en désaccord, j'ai dit quelque chose de problématique ?» Non, c'était très bien votre conférence, mais... si vous croyez vraiment à ce que vous dites, pourquoi est-ce que vous faites des livres et des conférences et vous ne vous engagez pas en politique? Vous savez, moi, dans ma famille, on recevait la carte de membre de la SFIO dans le berceau. Et ça veut dire quelque chose pour nous. Donc, si vous y croyez vraiment, faites-le. Ou alors, vous ne serez jamais qu'un commentateur. Et je me suis pris ça. Et dans le train du retour, je me suis dit, en fait, cette dame, elle a complètement raison. C'est-à-dire que je vais passer ma vie à commenter et à dire oui, la classe politique n'est pas au niveau, les périls sont tellement immenses que tout cela est trop faible. Mais ça, c'est une vie fake. Donc si j'y crois vraiment, en fait, il faut s'engager directement en politique. Et donc vous êtes rentré dans le combat politique. Il y a plusieurs étapes dans votre parcours, dans votre carrière. Votre père, qui n'était pas homme à transiger avec ses principes, est-ce qu'il aurait pu soutenir le nouveau front populaire, selon vous? J'en sais rien. Et je ne fais absolument pas parler... Vous posez pas la question? Les morts, non, je ne me pose pas la question. Mais j'ai appris une chose de mon père, d'ailleurs, qui est la morale de l'urgence. Et quand vous êtes dans une situation qui est de toute façon problématique, et où aucun choix n'est évident, eh bien... qu'est-ce que la morale? Et ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que la morale? Est-ce que la morale, quand vous ne pouvez pas proposer une alternative à ce qui est proposé, c'est-à-dire le 9 juin 2024, le président de la République dissout, il laisse le temps le plus court prévu par la Constitution pour les partis politiques pour s'organiser,
Et tout le monde, à ce moment-là, voit Jordan Bardella Premier ministre et le Rassemblement national au pouvoir. Éric Ciotti à l'intérieur, Marion Maréchal à l'éducation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est moral? Est-ce que c'est de produire cette dynamique d'union qui est en soi extrêmement problématique avec des gens extrêmement problématiques, la France insoumise, ou est-ce que c'est de s'y opposer frontalement, quitte à prendre la responsabilité de l'arrivée au pouvoir de Jordan Bardella? Vous avez beaucoup hésité. Vous avez mis plusieurs jours à prendre votre décision. Non, mais parce qu'il y avait des discussions. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre tête et dans votre vie. Qu'est-ce que moi, vous faites? j'ai dit d'emblée, dès le moment de l'annonce, que c'était un choix extrêmement problématique. Ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que plus jamais, écoutez-moi bien, plus jamais je ne me retrouverai dans cette situation d'être à la remorque de choix opérés par d'autres. Plus jamais. Même en cas de risque de montée du Rassemblement national ou de victoire du Rassemblement? Nous produirons une autre alternative. Donc plus jamais, quel que soit le scénario. Nous ne produirons pas la même chose. Et je vous le dis, tout ce que j'ai fait depuis cette soirée du 9 juin vise à nous donner le pouvoir de faire autrement, autre chose, sans la France insoumise. Nous serons la digue contre le Rassemblement national. Nous produirons un rassemblement contre le Rassemblement national. Nous serons ceux qui leur barreront la route. Mais nous le ferons sans aucune force qui remet en question le fait que nous soyons la digue de la démocratie. Parce que les forces qui ne sont pas démocrates, qui ne sont pas convaincus par la démocratie, eh bien, nous empêcherons de rendre notre digue efficace de toute façon. Et donc, tout ce que j'ai fait, construire un appareil, faire en sorte que nous puissions avoir cette fois-ci une stratégie des candidats, tout ce que nous n'avions pas le 9 juin, eh bien, tout cela vise à ne pas se retrouver dans la même situation. LFI, ce n'est pas un parti démocrate pour vous? Je pense que le niveau d'attachement de LFI à la démocratie, oui, est plus que questionnable. Non seulement dans le rapport aux tyrannies extérieures, regardez ce qu'ils disent sur la Chine, sur la Russie de Poutine, sur la guerre en Ukraine, sur les menaces qui pèsent sur notre continent, mais aussi sur le rapport à la démocratie française elle-même, cette brutalisation permanente du débat public, le fait de désigner des cibles, de flirter avec tous les tropes de l'antisémitisme, tout cela les rend absolument infréquentables dans le cadre d'une alliance politique. Ça doit être très clair. Il ne doit plus y avoir le moindre doute là-dessus. Emmanuel Macron a dit qu'il y avait des expressions antisémites à LFI. Vous êtes d'accord avec lui? Oui. Quand vous avez un tweet de Rima Hassan, par exemple, qui dit « Vous êtes ce que, en parlant des sionistes, vous êtes ce que les nazis étaient pour vous. » Pour nous. Mais pour vous, les nazis ont tué qui? 6 millions de sionistes? Non, les nazis ont tué 6 millions de juifs. De la même manière, quand on dit que le CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives françaises, dicte la politique du ministère des Affaires étrangères, et ça c'est un trope antisémite classique, quand on... en fait, si vous voulez, il y a des discours qui produisent cette équation. Juif égale sioniste égale génocidaire égale nazi, donc juif égale nazi, à la fin. Cela est proprement insupportable. Insupportable. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un antisémite? Jérôme Gage, député socialiste, a traité Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite. Il avait dit regretter le début de sa phrase, salopard, moi, je parle pas comme antisémite. Ça, mais... Vous voulez pas le Moi, dire? je ne sonde pas les cœurs. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui est. Moi, ce que je vois, ce sont les actes et les paroles. Donc LFI est-il un parti structurellement antisémite aujourd'hui pour vous? LFI est un parti, en tout cas, qui utilise les tropes antisémites. Et donc tout ça, ça suffit à le discréditer. Vraiment à le discréditer. Non mais c'est quelque chose... J'aimerais qu'on comprenne en fait la gravité du moment. C'est-à-dire que on est dans un moment historique où les puissances autoritaires, les empires autoritaires à l'extérieur sont en train de gagner leur bataille contre les démocraties européennes. Et à l'intérieur des démocraties européennes, il y a des forces politiques qui remettent en cause les principes élémentaires de la démocratie et de la République tels que nous les avons construits. Est-ce que vous trouvez que vous êtes trop seul à dénoncer cela? Parce que LFI, est réélu élection après élection.
et ils sont soutenus par d'autres partis politiques de gauche. Je pense que je suis tout sauf seul. Je pense que nous sommes nombreux, et même très nombreux, à penser ainsi. Je pense que dans l'électorat écologiste, socialiste, la majorité pense exactement ce que je viens de vous dire. Vous pensez que chez les socialistes et les écologistes, la majorité pense comme Je pense que dans l'électorat socialiste et dans l'électorat écologiste, la majorité pense exactement ce que je viens de vous dire. Et les partis, est-ce qu'ils sont à la hauteur selon vous ? Et je pense que dans les partis, il y a des divergences et des débats. Et moi, je veux être une force motrice pour que la gauche démocrate puisse s'émanciper de la tutelle de LFI de manière définitive et nette. Et c'est la condition de possibilité pour qu'elle puisse aspirer à revenir aux manettes. Je pense que ce n'est pas simplement de la morale, c'est aussi de la politique. Notre clarté, si nous sommes clairs, eh bien nous sommes à nouveau candidats à diriger la France. Si nous ne sommes pas clairs, les gens jamais ne nous donneront les clés du camion dans un moment aussi grave et dans une période de crise aussi profonde. C'est, si vous voulez, là, l'impératif éthique constitue la bonne stratégie politique. C'est pas juste de l'idéalisme. Et je pense sincèrement qu'à la fin, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va réussir à produire. Et il y a beaucoup de résistance pour l'instant au niveau des partis. Oui, il y a de la résistance. Mais en fait, il faut qu'on montre qu'on est capable aussi de prendre des risques et d'encaisser des pertes. Au municipal, le PS va peut-être faire alliance avec LFI dans certaines villes. Nous, à Place Publique, la rupture, elle est pas... à Place Publique, nous avons une ligne qui est extrêmement claire. C'est qu'il n'y a pas de logo Place Publique avec le logo de la France Insoumise, parce que cela contredirait la cohérence même de notre rapport au monde et de notre vision du monde. Et donc, quand on est dans une situation d'extrême urgence, si vous voulez, avec demain l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, vous pouvez prendre des décisions d'urgence si vous n'êtes pas prêt. Mais là, nous avons le temps de nous préparer. Nous avons eu des mois et des mois. Nous sommes prêts. Et en fait, si vous êtes prêt et que vous reprenez exactement les mêmes décisions, ça veut dire que finalement, ce n'est pas l'urgence qui a dicté votre décision, c'est un destin. Eh bien, nous ne voulons pas de ce destin-là. J'entends ce que vous dites. Vous dites qu'à l'époque, vous n'étiez pas prêt. On est à l'été 2024, post-dissolution. Et c'est aussi le moment où Emmanuel Macron cherche un Premier ministre. Et là, on vous approche pour Matignon. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe ? Alors, je ne parle pas, moi, de discussions qui sont privées et qui ont vocation à rester privées. Mais ça a été raconté dans un livre. Dania Nussbaum. Je ne sais pas comment ça a pu atterrir dans un livre. En tout cas, ce n'est pas de mon fait. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des discussions. Et que avec un conseiller d'Emmanuel Macron, Thierry Solaire, vous a approché selon ce livre. Et que j'ai dit que je n'étais pas prêt. Et que d'ailleurs, je pensais que Emmanuel Macron lui-même n'était pas prêt non plus à mener une politique de gauche pour le pays. Mais je pense que c'est de toute façon quelque chose, je l'ai même dit publiquement ça, c'est quelque chose qui à mon avis est important. Et je me souviens quand j'avais dit dans une interview dans Le Point que je n'étais pas prêt. Oui, parce que, pardon, je voulais m'arrêter justement là-dessus, c'est pas banal qu'un homme politique dise je ne suis pas prêt. C'est plutôt l'inverse en général. Non, mais si vous voulez, c'est même pire. C'est-à-dire que quand j'ai dit ça, j'ai eu l'ensemble des politiques qui m'ont dit, et certains bienveillants, hein, il n'y a pas que des gens malveillants, qui m'ont dit, mais jamais on doit dire un truc pareil. C'est l'antithèse de la politique. C'est quoi ? C'est trop sincère, c'est trop naïf. Il ne faut jamais dire qu'on n'est pas prêt. Enfin, on sort de l'école, on peut devenir Premier ministre. En gros, vous avez vu le nombre de gens qui sont prêts à être Premier ministre et Président de la République. Donc en fait, c'est-à-dire que tout le monde se sent prêt à tout. Oui, enfin moi, j'avais construit pendant 1 an et demi un projet pour l'Europe. On avait bossé comme des dingues. Et c'est pour ça d'ailleurs que la campagne des Européennes s'était bien passée et qu'on avait, enfin moi on pouvait me mettre dans une salle, pendant 7 heures, on me questionnait sur l'Europe, on avait réponse à tout. Parce qu'on avait pensé et on avait travaillé. Toutes les questions liées aux enjeux européens. Ensuite, Premier ministre de la France, à ce moment-là, mais on avait bossé un projet pendant 1 an avant, pendant 2 ans avant. On savait ce qu'on allait faire sur l'immigration, sur le budget, sur la sécurité, Mais sérieusement. Vous voulez dire que ça ne s'improvise pas ? Mais c'est tout le contraire, il faut avoir un respect sacré pour les institutions de la République. Gouverner un pays comme la France, gouverner notre nation, c'est quelque chose d'immense. C'est une responsabilité incroyable. Et donc il faut avoir travaillé et être prêt.
Et à ce moment-là, moi, je suis fasciné, vraiment fasciné, par tous ceux qui ont accepté, qui ont déclaré leur flamme, mais d'où ils étaient prêts. Et je crois que cette sincérité-là, même si elle peut coûter sur le moment, à la fin, elle paye. Parce que si un jour je dis « je suis prêt », si je vous regarde dans les yeux et je dis « je suis prêt », comme j'ai été capable de dire que j'étais pas prêt, ben ce sera crédible. Vous pourrez me croire. Mais si je suis dit toujours prêt à tout, comme les commentateurs, vous les recevez souvent, les politiques tous les matins, ils ont réponse à tout sur tous les sujets. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est possible ? Est-ce qu'on peut connaître tous les sujets ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui sort de leur actu, vous les invitez, vous avez bien raison, c'est comme ça fait vivre le débat public. Vous leur dites, bon alors maintenant... Parfois ils parlent et qu'ils ne devraient pas parler, qu'ils devraient se taire. Non mais je crois, on ne peut pas ingurgiter des éléments de langage en 2 minutes et comprendre réellement le sujet dont on parle. Moi j'ai bossé sur l'agriculture, mais pendant des mois et des mois liés à la réforme de la politique agricole commune. Maintenant, je suis capable d'avoir un discours structuré sur l'agriculture parce que j'ai compris les enjeux, j'ai compris les logiques, j'ai compris l'histoire aussi qui nous amène là. Mais en 2 secondes, ingurgiter des éléments de langage, arriver, les débiter, si vous voulez, en un sens, les chaînes info, la profusion désormais de plateaux où on utilise les politiques comme des gens qui commentent l'actualité, conduit nécessairement à faire que ils parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, dont ils ne comprennent pas les enjeux profonds. Et donc, on a une dévalorisation de la parole politique, et il faut savoir, à mon avis, mesurer ses interventions et travailler des sujets pour, quand on intervient, on est sûr de ce qu'on raconte. Raphaël Glucksmann, dans l'introduction, je demandais comment on devient Raphaël Glucksmann. Je voudrais qu'on écoute un extrait de votre père dans l'émission Radioscopie en 1981 sur France Inter. Il vous compare à une œuvre d'art. Mon enfant, qui a 2 ans, c'est la passion. Et la passion, c'est une œuvre d'art, mais c'est aussi faire un enfant. C'est aussi élever un enfant pour qu'il soit à son tour libre, c'est-à-dire libre de nous gifler, libre de nous dire au revoir, libre de nous dépasser, libre d'aller ailleurs. Et c'est ça la passion. La passion, c'est oser, dans l'horreur des choses, dans le temps qui passe et qui dissout tout, oser créer. Oser créer une œuvre qui vivra de ses propres ailes. Elle est belle, elle est folle, elle est un peu mégalomane aussi, cette déclaration d'amour. Moi, je pense que ce qui est important dans cette déclaration, c'est la liberté. C'est-à-dire que accepter que votre enfant vous échappe, qu'il vole de ses propres ailes, qu'il soit libre. Moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi avec mes fils, de transmettre ça, de transmettre cette liberté, de les armer pour être libres, en fait. La liberté, elle ne se décrète pas. Et bien sûr qu'on a besoin d'un cadre, qu'on a besoin d'une base, mais ensuite, il faut accepter qu'on est libre. Vous savez, Kant disait qu'on n'est jamais prêt à être libre et que finalement, on ne mûrit pour la liberté, c'est sa phrase, qui a la condition préalable d'être placé dans cette liberté. Donc il faut accepter que son enfant, quand il apprend à marcher, tombe. Et que c'est en tombant qu'il apprend réellement à marcher. Si vous le maintenez toute sa vie dans un youpala, là, dans des trucs, il ne saura jamais marcher. Il dit autre chose, votre père, il dit « oser dans l'horreur des choses ». Vous parliez tout à l'heure de tragique, vous avez le sens du tragique ? Je pense que c'est notre monde qui est tragique. Et que le principal problème qu'on a, c'est qu'on est dirigé par des gens qui sont souvent des personnages comiques dans un monde tragique. Comique, ça ne veut pas dire drôle. Le comique, c'est celui qui pense que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes, qui pense qu'il n'y a pas besoin de trancher dans l'existence. Ben non, il y a réellement des questions à trancher qui sont tragiques. Et est-ce que c'est de là, que vient votre sensibilité sensible à l'éclat du monde, titré Le Monde, en parlant de vous ? Est-ce que vous avez une sensibilité et est-ce qu'elle vient de ce tragique auquel aussi vous avez été confronté dans votre enfance, à travers les débats familiaux ? Mais à travers les débats familiaux, mais ensuite, moi, à 20 ans, je suis parti en Algérie pour travailler et il y avait dans le bureau du journal, là où on travaillait, dans la salle de rédaction, il y avait les portraits de tous les journalistes algériens assassinés par les islamistes. Et bien, entre les journalistes algériens assassinés et les islamistes, il fallait trancher. De la même manière... On a une photo de vous d'ailleurs à cette époque en Algérie. Vous avez quoi ? Vous avez 20 ans, 22 ans ? 22 ans, ouais, je pense. 22 ans. Beaucoup de cheveux. Mais j'ai vraiment été passionné par l'Algérie.
par le courage aussi des Algériens qui s'opposaient aux terroristes et aux islamistes. Et ensuite, juste après ça, je suis parti au Rwanda pour faire un film documentaire sur le génocide et sur le rôle de la France, sur le génocide des Tutsis. Eh bien, quand vous déterrez des cadavres à 7h du matin avec Jeanne, une jeune rescapée qui cherche le corps de sa mère, et dans des fosses communes à Kigali, ben, vous comprenez qu'en fait, entre Jeanne et le milicien génocidaire qui vient vous remercier vous, parce que vous êtes français, il vous remercie de l'aide apportée en 1994, et bien qu'entre Jeanne et le milicien, eh bien il faut choisir, il faut trancher. Et vous apprenez le tragique du monde et de la vie, dans un moment où c'est vrai, en Europe, eh bien on avait évacué ce tragique. Depuis la fin de la guerre froide, on expliquait que c'était fini, que désormais la démocratie était naturelle, que tout ce qui nous entoure et qui est profondément artificiel et pour lequel il faut se battre pour que ça continue, eh bien que tout cela était devenu éternel. Et c'est précisément à ce moment-là que ça a commencé à se dissoudre, par manque de sens tragique, parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, on ne peut pas gouverner un pays en étant un personnage comique. Ça ne fonctionne pas. Et c'est ça le problème. C'est ça, et De Gaulle, il a créé des institutions, et c'était quelqu'un de profondément tragique, De Gaulle. Il a créé des institutions qui permettent la prise de décision dans un cadre tragique. Mais quand les élites deviennent comiques, elles sont complètement paumées dans ces institutions. Et c'est vraiment ce décalage qui a produit la perte de substance de la République. Vous assumez une certaine sensibilité? Parfois, on a l'impression que vous avez un peu de mal à cacher quand les choses vous touchent. Vous prenez les choses à cœur? J'espère bien que je prends les choses à cœur, et je trouve terrible le fait de ne pas les prendre à cœur, mais c'est un principe de sincérité, c'est-à-dire que je dis ce que je pense, réellement. Par contre, et je peux laisser aussi transparaître un doute. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas un killer? Mais, je vais y venir. Mais, vous savez, le doute, par exemple, le fait que les personnes politiques, le personnel politique ne doute jamais, qu'ils soient absolument toujours certains de ce qu'ils assènent, ça crée un doute massif dans la population. Les gens, ils savent bien que des fois on doute. Enfin, ils doutent dans leur vie. Quelqu'un quand ils ont des qui choix. Président, est-ce que peut douter, Raphaël Glucksmann? Mais j'espère qu'ils doutent. Vous cherchez pas à jouer au gros dur, vous assumez de douter, mais vous dites j'ai des convictions et je les porterai. Je crois en la force, mais vraiment, je crois en la force. Je crois qu'on a besoin de force aujourd'hui. Je crois que les démocraties ont été trop faibles, dirigées par des gens qui ont fait preuve de trop de faiblesse. Donc je crois en la force. Je pense qu'il faut cesser de baisser les yeux, à la fois face aux dealers du coin de la rue et face aux tyrans du bout du monde. Mais ce que je vous dis, c'est que la force, il faut savoir la définir. La force, ce n'est pas Alex Jones, le podcasteur trumpiste, star de MAGA, qui sort tout le temps de la salle de muscu et qui parle avec une voix comme ça. Ça, c'est Alex Jones. Hein? Et il projette l'image de la force. Mais en fait, son discours, c'est un discours de personnes effrayées par tout. Et moi, j'aimerais qu'on redéfinisse ce qu'est la force. Il faut de la force. Mais il ne faut pas se tromper sur ce qu'est la force. Ne pas se tromper sur ce qu'est le spectacle de la force et la force réelle. Raphaël Glucksmann, je voudrais qu'on regarde cette photo. C'est une photo du Zénith pendant la campagne des Européennes en 2024. Voilà, on voit la foule qui est rassemblée. Vous avez le poing levé. Vous obtenez 14% des voix. Vous talonnez la liste macroniste. Qu'est-ce que vous avez fait après? Vous êtes parti au lit? Ah, pas du tout. Après les Européennes, non? Pas du tout. Déjà, les Européennes, c'est un moment qui est un moment important et fondateur. C'est-à-dire que sur une ligne authentiquement social-démocrate et écolo, farouchement, viscéralement pro-européenne, on réveille un espace politique qui jusqu'ici était moribond. Il faut voir quand même que jusqu'à ces élections, le meilleur score à une élection nationale de l'espace social-démocrate, c'est 6%. Et là, on arrive à 14%. Et c'est vous-même qui... Vous n'avez pas raté l'occasion de prendre le leadership à gauche, à ce moment-là, vraiment de vous imposer? Comme on en a déjà discuté, à ce moment-là, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, et moi, je n'ai pas de capacité à présenter des candidats, proposer une voie alternative, pas d'appareil qui puisse faire le poids face aux appareils existants, et donc il rend les clés aux appareils. Vous vous sentiez impuissant et donc, mon seul job à ce moment-là,
c'est d'aller circonscription par circonscription, faire en sorte que la France ne bascule pas au Rassemblement national. C'est ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas été prendre le train pour Bruxelles, ou dans mon lit, comme vous disiez, mais j'ai été dans les circonscriptions pour aider les candidats de gauche et républicains qui faisaient face au Rassemblement national. Vous n'auriez pas pu faire plus. Vous avez suscité un espoir. Certains ont dit, est-ce que c'était un manque d'esprit de conquête ? Il faut construire. Ou c'est encore que c'est parce que vous n'étiez pas prêt ? Il faut construire et travailler. Vous savez, ça fait 2 ans qu'on travaille depuis ce 9 juin pour être capable de proposer une offre politique pour la France. Moi, je ne crois pas à ces gens qui s'inventent comme ça. Ça suppose du taf, du travail. Et si vous voulez, sans doute que je projette pas assez ce truc de conquérant de Napoléon. Jean-Luc Mélenchon, c'était le premier à s'exprimer alors qu'il n'avait pas fait un score aussi important que le vôtre. Je vais vous dire une chose. Je crois que, malheureusement, ces dernières années, les qualités requises pour conquérir le pouvoir sont antithétiques des qualités nécessaires pour l'exercer de manière puissante. Il faut arriver à dire « moi je sais tout, je sais tout, je sais tout, je sais tout, je sais tout » pour conquérir le pouvoir. Et une fois qu'on est au pouvoir, on a Narcisse qui détruit progressivement les institutions. Narcisse, c'est Emmanuel Macron ? Pas seulement, oui. Et Jean-Luc Mélenchon aussi, vous dites ? Voilà. Et Nicolas Sarkozy aussi. Enfin, vous savez, c'était des campaigners, comme on dit, incroyables, des hommes de campagne incroyables. Et à la fin, eh bien, ils n'avaient pas la capacité d'ascèse qui est nécessaire pour exercer le pouvoir. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on mette à la tête de notre État des gens qui ont les qualités nécessaires pour exercer le pouvoir. Ça suppose, bien sûr, des campagnes électorales, mais ça suppose aussi de projeter un rapport différent au pouvoir. Mais là, il s'agit carrément de changer les mentalités, de changer la société. Mais on va avoir besoin de changer largement. D'ici 2027, vous pensez que vous pouvez... Moi, je pense que les gens sont prêts. Ils ne veulent pas de la réédition de Narcisse. Ils veulent autre chose, une autre voie, une autre méthode. Vous savez, le président doit présider, le gouvernement doit gouverner, le Parlement doit légiférer. On doit, nous, vivre dans une démocratie qui respecte ses propres règles. Et je crois, sincèrement, que les Françaises et les Français sont prêts à ça. Qu'ils veulent des réponses concrètes à leurs problèmes concrets, ils veulent un récit commun, ils veulent savoir où va le pays, mais je ne suis pas sûr qu'ils veuillent à tout prix recommencer ce sketch permanent sur le roi thaumaturge qui guérit des écrouelles, comme disaient les conseillers de notre président actuel quand il visitait la basilique. Vous n'avez pas un ego hypertrophié et c'est pas nécessaire d'en avoir un pour faire de la politique, vous pensez ? Et évidemment, là, s'il y a un politique qui vient vous voir et qui dit qu'il n'a pas d'ego, franchement... Faut pas le croire. Non, ça rentre en contradiction avec le principe de sincérité. Donc oui, il faut penser qu'on est la bonne personne pour relever les défis et que la voix qu'on porte est absolument vitale. Sinon, en fait, vous ne faites pas ça. Enfin, c'est une évidence. Mais je pense qu'il faut avoir suffisamment de distance et d'ascèse pour ne pas sombrer dans le narcissisme. Oui. Vous avez beaucoup d'idées, une image de ce que doit être le président, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore candidat officiellement déclaré pour 2027. Alors moi, j'ai remarqué un détail, c'est que depuis plusieurs jours, semaines, vous portez une cravate. Vous en avez d'ailleurs une aujourd'hui. Soudain, une cravate, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la candidature, c'est l'étape d'après ? Non, c'est une discussion que j'ai hésité avant de mettre une cravate et puis j'en ai mis une au Parlement européen. Au moment où on présentait notre projet sur la défense européenne et je me suis dit que c'était ce qu'il fallait faire en fait. Donc depuis, j'en mets une. Mais vous savez que ce qui avait donné le signal de la candidature de François Hollande, c'était qu'il avait maigri. Oui, il paraît. Peut-être que c'est la cravate, on ne sait pas. Comment vous vous préparez ? Parce que là, on parle quand même, vous le disiez vous-même, sur le fond. Vous avez parlé de préparation pour être président, il faut bien connaître ces dossiers. Il y a aussi la forme. Est-ce que vous faites, je ne sais pas, du média training ? Est-ce que vous travaillez votre voix, vos intonations, votre style au-delà de la cravate ? Est-ce que vous faites du sport ? Enfin, je ne sais pas. Comment on se prépare quand on vise l'Élysée et qu'on prend ça au sérieux ? Je pense que la première des choses, c'est qu'on travaille les sujets. Déjà, on a des centaines de personnes qui, au sein de Place Publique, travaillent sur ces sujets depuis
des mois et des mois, et c'est formidable de voir cette force militante de gens qui ont vraiment envie d'être sérieux. C'est pas juste une foire aux promesses, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans les conditions de l'exercice du pouvoir. Et donc, si vous voulez être sincère, eh bien, vous devez vous demander si c'est faisable. Et tout ce que vous allez proposer, tout ce que vous allez dire, doit vous engager réellement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas promettre la révolution quand vous êtes dans l'opposition et ensuite, à la fin, ne rien faire de ce que vous avez annoncé. Vous avez des économistes, vous avez des spécialistes qui vous disent ça, ce sera possible, ça ne sera pas possible. Et ensuite, vous avez des choix à faire. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre, en fait. C'est qu'il y a des choix. Vous ne pouvez pas... Par exemple, je peux vous le dire, aujourd'hui, il faut investir massivement dans l'éducation. On a les enseignants les plus mal payés d'Europe. C'est une honte pour une nation qui a été fondée par l'école sur l'idée de l'école publique. Et donc, il va falloir investir dans l'éducation. Mais ça suppose qu'il y aura des choix à faire, des arbitrages à donner. Enfin, genre, vous ne pouvez pas faire semblant qu'on peut investir partout en même temps de la même manière. Et donc, ces arbitrages politiques, c'est des discussions politiques qui sont extrêmement engageantes et profondes. Et comme vous me posiez les questions sur la forme... Oui, sur la forme, parce qu'on travaille aussi, j'imagine... Non, mais moi, j'ai aucune illusion. Je sais très bien que c'est pas parfait au niveau de la forme quand je fais un média et tout ça. Donc, j'essaye de réfléchir à comment on peut s'améliorer et à travailler à s'améliorer. Après, je ne suis pas convaincu du formatage absolu. C'est-à-dire que si vous répétez exactement la même chose que font les politiques de manière classique, eh bien, je ne suis pas convaincu que ça marche parce que vous vous effacez vous-même, vous effacez sans doute vos aspérités qui peuvent gêner, mais vous devenez un produit standardisé. Or, je ne suis pas convaincu qu'il faille devenir un produit standardisé. Ensuite, il y a des vraies questions. Quand vous avez un coach qui vous aide, tout en étant vous-même, à vous améliorer sur certains points, par exemple? Par exemple, je vais vous dire, il y a une question fondamentale qu'on se pose, et je vous la livre là, c'est... On voit bien que chez Bardella ou Attal ou d'autres, ou Mélenchon d'ailleurs je crois, TikTok joue un rôle très puissant. Des petites vidéos où on mange des dragibus. Le réseau social TikTok. Oui, pour les jeunes, ça marche à fond. Et plus la vidéo est stupide en réalité, plus ça donne une image de cool. Ouais, et c'est addictif. Et donc la question c'est, est-ce qu'il faut y aller? Et moi le problème c'est que ça entre en contradiction avec votre combat. Bah oui, avec mon combat pour justement faire en sorte que TikTok, qui est quand même le réseau social du Parti communiste chinois, qui crée cette addiction chez nos jeunes, qui fait qu'il entre en concurrence avec les enseignants. Il faut parler aux enseignants. Oui, donc vous n'êtes pas prêt à tout, c'est ça que vous êtes en train de dire, vous n'êtes pas prêt à tout pour faire des vues. Il y a des choix à faire et ces choix nous engagent. Et donc en fait, j'ai conscience de ce que je perds, par exemple, en n'étant pas sur TikTok, dans l'accès à la jeunesse qui est sur TikTok. Mais tout ça, c'est des discussions collectives. Et effectivement, on travaille avec des gens qui font de la communication et qui, d'ailleurs, sont plutôt pour qu'on y aille. Mais voilà, après, il y a des choix. Et ça, les choix, c'est moi qui les fais. Est-ce que vous faites des dîners de levée de fonds? Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Mais une des leçons du 9 juin dont on parlait, c'est que quand vous vous retrouvez... sans argent et sans appareil, eh bien, vous pouvez rien faire. Dépendant, voilà, exactement. Place publique, c'est pas un parti. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait les moyens de notre indépendance, de notre liberté, ce qui permet la sincérité. Et donc, oui. Est-ce que vous faites des dîners de levée de fonds? Oui, on fait des dîners de levée de fonds et on collecte de l'argent pour pouvoir être libre et pour pouvoir donc être sincère et pour pouvoir ne dépendre d'aucune autre force politique. Nous, on a une relation très forte avec le Parti socialiste, mais on n'est pas le Parti socialiste, donc on doit pouvoir, nous, mener nos actions et définir notre stratégie. Et ça passe notamment par le fait d'avoir de l'argent. Exactement, mais alors il y a qui, alors, je ne sais pas, déjà c'est des dîners, des cocktails, qui vient dans ces dîners ou ces cocktails de levée de fonds? C'est quoi? C'est des artistes, des intellectuels, des patrons, des héritiers? C'est de tout, des artistes, des intellectuels, des patrons, c'est des gens qui sont inquiets par l'état de la démocratie, par la perspective d'une victoire du Rassemblement national en 2027 et qui veulent s'engager pour que la France soit la locomotive de l'Europe démocratique, pour qu'on ne s'aborde pas notre nation au moment où elle doit s'affirmer sur la scène mondiale. Et donc, vous avez des grands patrons qui viennent? Mais alors, je ne vous dirai pas quelles sont les listes d'invités et de gens qui viennent, mais vous avez des patrons qui viennent et vous leur dites je vais vous faire payer plus d'impôts? On a des artistes, on a des grands patrons, on a des gens qui travaillent dans plein de domaines et qui, à la fin, viennent discuter et s'engager. C'est pas simplement lever des fonds, c'est aussi avoir des vraies discussions avec des acteurs économiques sur la faisabilité ou pas de ce qu'on propose. Et d'ailleurs,
franchement, moi, je ne change pas mon discours en fonction des gens auxquels je parle. Je voudrais une question sur le plan aussi plus personnel et qui va compter à l'approche d'une campagne. Comment on fait pour gérer quand on est engagé en politique et qu'on a sa compagne, Léa Salamé, qui est journaliste, qui est tous les jours à l'antenne? C'est beaucoup d'organisation. Alors nous, on a réussi comme ça à cloisonner, c'est-à-dire qu'elle a sa carrière qui existait avant qu'on se rencontre, évidemment, et moi j'ai mon engagement politique. Et effectivement, le problème là aujourd'hui, c'est plus un problème d'organisation, on ne peut pas révéler de secret matériel. Enfin, comment on fait pour assumer ce qui est fondamental, qui est le rôle de parent aussi. Et comment vous faites? Vous avez l'impression d'être un peu dépassé ou vous avez c'est réglé au millimètre? En fait, je vais vous dire, j'ai une chose qui est essentielle et que je ne sacrifierai jamais, c'est cette chance incroyable d'être père. C'est une chance incroyable. C'est un moment dans l'existence où vous découvrez que vous n'êtes plus le personnage central de votre film. Et donc, c'est ça, la frustration. Je les vois moins que ce que je voudrais, mais j'arrive quand même à les voir. Et la manière dont je vois les choses, c'est que quand vous êtes là, vous devez être là à 100%. C'est pas vous prenez au téléphone les différentes motions du Parti socialiste ou les journalistes ou les machins. Non, vous êtes là à 100%. Quand vous faites une partie d'échecs avec votre fils, vous faites la partie d'échecs avec votre fils. Quand vous discutez de foot, quand vous les amenez au stade de foot, vous êtes au stade de foot. Vous n'êtes pas. Vous le reproche pas vous n'êtes pas en train de parler, non, parce qu'en fait, il faut mettre de l'intensité. C'est comme dans tout. Il faut mettre de l'intensité dans le moment où vous passez avec eux. Et ça compense ou pas? Ou est-ce qu'ils vous reprochent d'être jamais là? Papa est en voyage d'affaires. Par référence à très beau film de très beau film d'Emir Kusturica. Oui. Est-ce qu'ils vous le reprochent ou est-ce qu'ils se disent notre père il est toujours dans ses hautes sphères ou dans ses... Non, parce qu'ils savent que je suis là et de toute façon j'ai un truc, c'est que le foot qu'on organise, alors quand il pleut d'ailleurs c'est dans la maison, ce qui entraîne parfois des cas de conflit puisque certains cadres ont été victimes de notre amour du ballon rond. Mais non, parce que je suis là. Je suis là. Et ça ne changera pas. Je serai là. Parce que c'est, à mon avis, la chose la plus importante et surtout la responsabilité première. Mais effectivement, moi j'aimerais les voir plus. Mais après, voilà, c'est la vie. Et franchement, je disais au début, je suis un député européen heureux, mais je suis un homme engagé en politique heureux parce que on a cette chance incroyable de pouvoir lutter pour ses idées et de pouvoir générer aussi une joie. On a parlé tout à l'heure des européennes et il y avait une remarque d'un photographe que j'avais lu. Il disait, mais c'est très étrange, lui, il a l'air toujours content d'être en meeting, d'être là. Mais ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête avec la gauche qui tire la gueule. C'est-à-dire que on est là pour des idées qui nous dépassent. On arrive à se transcender dans un collectif. Et il faut le dire, l'engagement public, l'engagement civique, l'engagement politique, oui, c'est souvent de la violence, c'est souvent des querelles et ça, mais c'est aussi de la joie. On entend la joie, il faut en finir avec la gauche qui tire la gueule. Si les candidats, je sors immédiatement, dit votre compagne Léa Salamé, ça veut dire que par amour, pour vous laisser aussi mener votre carrière, elle va renoncer à quelque chose peut-être, ou en tout cas elle prend cette décision pour ça. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre? Écoutez, là, je suis chez vous, entre guillemets, je ne suis pas candidat là, au moment où on se parle. Donc, elle s'est expliquée là-dessus. Je pense que c'est très clair dans sa tête et elle l'a dit de manière on ne peut plus claire. Donc moi, je ne vais pas spéculer sur ça. Vous faites de la politique en tout cas, vous n'êtes pas encore officiellement candidat, mais vous faites de la politique. Elle est journaliste, elle revendique son indépendance, elle le martèle, elle n'est sous l'influence de personne. Ça se traduit comment? Vous n'êtes pas d'accord sur tout? Ah non, mais c'est plus qu'on n'est pas d'accord sur tout. C'est évident qu'on n'est pas d'accord sur tout. Et Vous avez pas quoi Vous avez un exemple de sujet, par exemple, sur lequel vous n'êtes pas d'accord, ou ça vous arrive d'avoir des débats Alors franchement, on a réussi à vraiment préserver un espace privé, donc je ne vais pas trahir cet espace privé ici, mais
nous ne sommes pas d'accord sur tout, et elle a une vie professionnelle qu'elle a commencé bien avant notre rencontre, et qui est complètement indépendante de mon engagement et de ma vie. Donc en fait, il n'y a pas de confusion. Après, dans des situations d'élection, ça pose un problème, et là, elle a donné la réponse qu'elle entendait lui apporter si jamais le problème se posait. Et ça vous ennuie qu'elle soit obligée de répéter ça, qu'elle n'est pas sous influence ou vous vous dites, bon, c'est le jeu, j'ai choisi de faire de la politique Je pense qu'il y a encore, en 2026, un reste d'absence de féminisme, on va dire. Je ne sais pas si on poserait exactement la même question de la même manière, H24, dans le sens inverse. Vous pourriez, par amour, renoncer à vous lancer pour 2027 pour que votre compagne reste au 20h? Vous êtes très très forte dans vos questions, mais je vous vois venir. La question se pose, non? Mais je trouve que vous êtes très forte dans vos questions. Mais vous répondez pas. Non, mais la question se pose pas pour l'instant. La question se pose, oui. Quand est-ce que vous allez vous déclarer d'ailleurs? Parce que là, j'ai entendu que plusieurs fois, vous aviez dit que vous étiez prêt aujourd'hui. Non, j'ai dit que je travaillais, mais ce n'est pas maintenant. Et je pense que de toute façon, c'est trop tôt, là. Il y a des élections municipales. Il y a... Je pense pas du tout encore l'appétit pour les élections présidentielles, mais l'élection présidentielle. Mais il y a une chose que je veux vous dire, c'est cette fois-ci, il faudra qu'on y aille, et je mets exprès « on », pour gagner. Donc c'est pas des candidatures de témoignage, c'est pas être premier à gauche. C'est pas une rivalité interne à la gauche, on s'en fout. Et ça, c'est un message que vous adressez à ceux qui sont candidats à la primaire de la gauche, Marine Tondelier, peut-être Olivier Faure. Mais je l'adresse à tout le monde, y compris à moi-même. Le but, c'est de gagner. Et c'est de gagner dans un moment où si on perd, ce sont les poutinistes et les trumpistes qui l'emportent. Donc c'est pas juste une alternance, c'est une bascule. Et donc il faudra prendre nos décisions, tous, avec un sens des responsabilités inédit. C'est pas 2017, 2012, 2007. C'est beaucoup plus important là. Parce qu'en fait, la bascule qui peut s'opérer est une bascule civilisationnelle. Le trumpisme gagne partout, aux États-Unis, les pays européens qui basculent les uns après les autres, et la France qui est le pilier. Pardon, Raphaël Glucksmann, mais comment vous convainquez Olivier Faure et toute cette myriade de candidats potentiels à gauche qu'il faut se ranger sous votre bannière? Moi, je pense qu'à la fin, alors ça peut sembler bizarre là, mais c'est précisément parce qu'en fait, on n'est pas dans le moment déterminant qu'il peut y avoir un foisonnement d'initiatives. Mais moi, je pense qu'à la fin, le sens des responsabilités va prévaloir. Et que nous choisirons la personne qui est la plus à même de faire gagner nos idées. La personne qui est la plus à même de barrer la route à l'extrême droite. La personne qui est la plus à même de présider le pays dans ce moment de crise. Est-ce que vous allez réussir, selon vous, à vous arracher cette étiquette de candidat des bobos, d'espèce d'élite un peu déconnectée? Moi, je pense que ça, c'est d'ailleurs largement produit par un milieu parisien de bobos, si vous voulez. Quand je vais dans les Deux-Sèvres ou quand je vais partout en France, personne ne me parle de ça. On me parle de problèmes, on me parle d'absence de médecins dans les campagnes, on me parle de l'école qui va fermer ou le collège qui va fermer, on me parle de l'hôpital, on me parle de la difficulté de se faire soigner, on me parle du pouvoir d'achat, on me parle de la France. D'ailleurs, on me parle beaucoup de la France, de son déclin, de son rôle international, du fait d'être français. Mais on ne me parle pas beaucoup de mes caractéristiques de centre-ville bobo. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, l'enjeu, c'est pas de nier ce qu'on est. L'enjeu, c'est de montrer qu'on a un projet capable de changer la vie des Françaises et des Français. C'est ça l'enjeu. Et quand on dit oui, mais alors, il est
En plus, il a fait des études de philo, Sciences Po, machin, ça, mais les grandes figures, et j'ose pas du tout me comparer à elle, mais les grandes figures de la gauche française, Léon Blum, il était critique littéraire, Jaurès, il était prof de philo. Justement, j'allais vous demander si vous aviez des références, des modèles en politique. Ben, vous savez, moi, mes modèles en politique, je sais pas si c'est des modèles, mais c'est déjà tous les dirigeants de cette gauche démocratique qui ont façonné l'histoire du socialisme et de la social-démocratie française. J'en ai cité là déjà, mais prenez Blum, Meyer, Mendès France, Rocard, ça c'est ma lignée politique, mais des personnalités qui ont assumé des rôles à des moments clés de notre histoire et qui ont su, mais même transformer le cours des choses, inverser le cours des choses. C'est pas nécessairement des gens de gauche. Vous prenez le général de Gaulle. Lisez les lettres du général de Gaulle quand il est en Pologne, au moment où la Russie bolchevique attaque la Pologne. Mais c'est une puissance incroyable. Lisez les textes de Churchill. C'est fascinant d'intelligence et de profondeur quasi poétique sur la même. Moi, j'ai beaucoup de figures qui m'ont inspiré. Il y a cette gauche démocratique et il y a ce sens du tragique dans l'histoire qui a été celui de Gaulle ou de Churchill. Vous voyez comme... Mais c'est comme ça fait très grandiloquent parce qu'en fait, c'est des figures qui vous inspirent. Oui. Mais vous ne comparez pas à ces figures. Vous dites que vous ne comparez pas à Churchill ou à De Gaulle, mais vous voyez comme l'héritier de Rocard ? Ah, je pense que Rocard était en avance sur son temps et qu'il a été le porteur d'une autre vision, non seulement de la gauche, mais même de la manière dont on concevait la démocratie dans notre pays. Et que... il y a la nécessité d'un moment aussi rocardien de la France. Vous savez, ce qui est fascinant, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup interrogé, c'est pourquoi Blum et Meyer, qui incarnent cette social-démocratie française et qui sont extrêmement populaires dans l'opinion, perdent face à Guy Mollet le combat politique. Pourquoi Michel Rocard perd face à François Mitterrand? Pourquoi Mendès France ne peut gouverner qu'aussi peu de temps? Que 7 mois, mais comment vous l'expliquez alors? C'est vrai, mais c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ce sont des figures qui avaient raison et qui étaient en accord avec ce que voulaient les gens et avec l'histoire et avec le sens de l'histoire. Et cette gauche-là, sincère, qui a vraiment la démocratie au cœur, perd le combat politique. Vous voulez conjurer le sort de cette gauche sincère? Je pense que oui, son temps est venu en fait. Et que c'est sans doute dans le rapport, je pensais à Michel Rocard par exemple, c'est dans le rapport à la France et à la question de la souveraineté qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est-à-dire la capacité à porter un discours sur ce qu'est la France, à incarner cette France. Et c'est là où François Mitterrand en fait prend le dessus aussi, c'est qu'il arrive à se projeter dans cette histoire. Ce qui est un impensé à gauche aujourd'hui, vous trouvez? Moi, ce que je crois vraiment, c'est que si nous ne sommes pas capables de reprendre cette plume qui écrit le récit national et d'incarner ce qu'est la France, son visage, son avenir, nous n'avons aucune chance. Et à juste titre, j'aimerais dire, parce que fondamentalement, la France, c'est d'abord la manière dont elle se définit. Et c'est pour ça que son visage change. Parce qu'en fait, elle se redéfinit en permanence. Et elle est l'héritière de tous les siècles passés, mais aussi de cette capacité à écrire l'avenir et à s'écrire soi-même, et en permanence. Et ça, c'est l'immense faillite de la gauche française. L'immense faillite de la gauche française. Que d'avoir renoncé à ce stylo-là. Et ça... De ne pas parler de patrie, de nation. Ce que veut dire être français. Et quand vous allez parler avec un électeur ou une électrice du Rassemblement national et que d'emblée ils vous disent mais moi je vote RN ou je vote Bardella ou je vote Marine parce que eux au moins ils sont fiers d'être français et qu'ils ont capté cette fierté française. Et vous dites mais quel abandon. Enfin je veux dire pendant des décennies, des siècles, c'était les républicains, les progressistes qui parlaient de cette fierté française. Quand vous lisez les grands textes fondateurs du socialisme, les grands discours, en fait, le socialisme français
démocratique, qui était l'aboutissement de cette histoire de France, et donc de ce récit français. Et le fait d'être devenu aphone sur ce fait merveilleux et simple d'être français, eh bien, a pavé la voie au retour des Maurrassiens et des héritiers de Barès. Et ça c'est quelque chose que moi je veux dire, marteler, c'est qu'en fait on va parler de la France. On va parler de la France avec des mots plus grands, plus beaux qu'eux, plus puissants. On va montrer qu'il n'y a pas un déficit d'amour de notre côté, au contraire, il y a un surcroît, que la France qu'on voit, on la voit plus grande, on la voit plus forte, on la voit plus puissante que celle qu'ils nous proposent. Raphaël Glucksmann, vous parliez de puissance. Il y a des femmes puissantes dans votre vie. On parlait tout à l'heure de votre compagne, Léa Salamé, qui a raconté aussi des femmes puissantes. Il y a votre mère, dont vous avez parlé. Je voudrais qu'on parle aussi de votre grand-mère, la mère de votre père. On va la voir sur cette photo où elle est avec votre père. Votre grand-mère qui a sauvé elle-même ses 3 enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? En fait, ils étaient tous arrêtés et mis dans un train pour être déportés, puisque c'était une famille juive qui ne parlait pas un mot de français d'ailleurs, qui était dans la France occupée, et donc arrêtés, mis dans le train. Et comme elle était dans un réseau de résistance et qu'elle savait ce qu'il y avait au bout du train, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire les camps d'extermination, elle a organisé la révolte dans le train en disant « mais non, ils vont tous nous tuer, donc ça ne sert à rien de respecter l'ordre maintenant, on est condamné à la mort si on monte dans ce train ». Et donc, elle a créé comme ça un mouvement de révolte dans le train. Et ce que les gendarmes français ont fait, les policiers français, je sais pas, ils ont vu qu'elle était en train de créer un chaos, et donc ils l'ont extrait du train en disant « non, tu pars ». Donc quoi, ils l'ont renvoyée chez elle avec ses enfants. Ils ont été la chercher, ils l'ont sauvée. Et là-dessus, le moment tragique, c'est que la sœur de mon père a dit « non, moi je veux rester avec les Juifs ». Et donc elle est remontée dans le train. Et donc sa mère a dû obliger les gendarmes à aller la rechercher. Elle lui a mis une claque, et elle lui a dit « non, tu pars ». Et ils sont sortis du train. Et mon père, à ce moment-là, devait avoir 3 ou 4 ans. Donc il était effectivement destiné à être envoyé tout de suite aux chambres à gaz, s'il survivait au voyage. Et c'est un peu un élément fondateur de sa personnalité à mon père, et c'est transmis par sa mère, et qui a été discuté dans ma famille, c'est-à-dire cette idée de la force de la révolte. Enfin, il y a toujours la nécessité de cette révolte. Comment se traduisait l'identité juive chez vous, dans votre famille ? Alors il y avait l'héritage de cette histoire, des persécutions, du cosmopolitisme, mais on parlait pas trop de ça dans ma famille. Moi, j'étais d'abord français. Et d'ailleurs, même quand on parlait de religion, la religion dont on parlait à la maison, c'était la religion chrétienne, en fait. Dans une famille qui n'était pas religieuse, mais la religion... C'était, pour vous, par la définition de la religion, c'était à la maison, il y avait l'histoire juive, mais la religion dont on parlait, c'était la religion dont parlaient les Français dans l'histoire. Donc c'était la religion chrétienne, catholique. Et donc, je n'étais pas une famille religieuse, mais je veux dire... Oui, parce que le judaïsme, c'est une appartenance à un peuple, et c'est une religion. Pour vous, c'était surtout une appartenance à une histoire, à une sensibilité, mais on en parlait très peu. Vous ne croyez pas en Dieu aujourd'hui ? Non, enfin, j'ai beaucoup de respect pour... et je suis entouré de gens qui ont la foi. Mais encore une fois, c'est très étrange parce que vous me posez la question. Vous savez, spontanément, j'ai une image d'église dans la tête. Alors que vous êtes juif. Ouais. Mais parce qu'en fait... La religion, pour vous, c'est le catholicisme. Pour nous, la discussion sur Dieu, dans ma famille, c'était une discussion... liées aux grandes réflexions des philosophes français ou des théologiens sur Dieu. Mais leur Dieu, c'était quoi ? C'était le Dieu chrétien. Enfin, il n'y a qu'un seul Dieu, mais leur religion, la religion à laquelle ils se confrontaient et qu'ils questionnaient, c'était la religion chrétienne. Oui. Nécessairement, dans les textes français de la littérature française, la figure de la religion, c'est une religion chrétienne. Donc en fait, dans ma tête, je suis tellement habité par cet héritage français qu'en fait, j'ai pas... Quand vous me demandez est-ce que vous croyez en Dieu, je ne visualise pas une synagogue, je visualise une église. On va passer au point lecture.
comme dans chaque épisode, vous avez choisi un beau roman de Romain Gary. C'est ça, vous allez nous lire un passage? J'ai choisi La promesse de l'aube de Romain Gary, qui est à mon avis le texte le plus beau sur ce qu'est la France, sur ce que veut dire être français, justement cette chance incroyable qu'on a tous, là, d'être français, que vous avez et que j'ai, d'être français. Et c'est aussi un des textes les plus beaux sur l'amour maternel. Bah oui. Et d'ailleurs, les deux se rencontrent. La figure de la mère qui apprend à Romain Gary en Lituanie, puis en Pologne, à être français, alors qu'elle n'a rien de français, mais à être français, parce qu'elle veut que son fils, vous êtes dans un ghetto en Pologne, et vous avez une mère qui dit à son fils, tu seras ambassadeur de France. Et pourquoi ambassadeur de France? Parce que la France parle à tous les hommes, et que ces juifs persécutés de l'Est voyaient dans la France cette terre où ils allaient être considérés non pas comme des juifs, mais comme des hommes ou des femmes, des êtres humains. Et ça a parlé à des gens, mais extrêmement éloignés. Et donc, Romain Gary nous explique d'où vient son patriotisme amoureux et poétique. Essayez donc d'écouter, enfants, dans les forêts lituaniennes, les légendes françaises. Regardez un pays que vous ne connaissez pas dans les yeux de votre mère. Apprenez-le dans son sourire et dans sa voix émerveillée. Écoutez le soir au coin du feu où chantent les bûches, alors que la neige dehors fait le silence autour de vous. Écoutez la France qui vous est contée comme le chaboté. Annoncez à vos soldats de plomb que du haut de ces pyramides, 40 siècles les contemplent. Coiffez-vous d'un bicorne en papier et prenez la Bastille. Donnez la liberté au monde en abattant avec votre sabre de bois les chardons et les orties. Apprenez à lire dans les fables de La Fontaine. Et essayez ensuite à l'âge d'homme de vous en débarrasser. Dans toute mon existence, je n'ai entendu que deux êtres parler de la France avec le même accent. Ma mère et le général de Gaulle. Il faut qu'on se voie à nouveau comme la mère de Romain Gary nous voyait. Nous sommes les dépositaires d'une histoire fantastique, magnifique. Nous avons une chance incroyable d'être français. Il faut qu'on arrive à se voir à nouveau avec amour, en fait. Donc c'est le moment de la série de questions. Raphaël Glucksmann, si vous deviez changer quelque chose dans votre vie, ce serait quoi? Dans ma vie, si je devais changer quelque chose, je sais pas. Vous avez un regret? On a plein de regrets, mais dans le passé, moi, je changerais une chose. J'ai été là jusqu'au bout pour ma mère. Et j'ai été trop absent pour mon père. Et ça changerait. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? Oui. Oui, je suis heureux. Et je suis heureux de ce que nous faisons. Je suis heureux de ma famille. Je suis heureux d'être là où je suis. Simplement, je suis inquiet. Très inquiet sur l'état de la France, de l'Europe, du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que les Français sachent de vous qu'ils ignorent? Mais je vais leur dire. Vous leur direz? Ouais. Est-ce qu'il y a une vérité que vous ne dites jamais ou que vous ne direz jamais en politique? Non, il n'y a pas une vérité. J'allais dire qu'il faut tout dire et je me reprends parce que ça serait contraire à la sincérité. Il y a peut-être des choses qu'on ne dit pas. Mais je pense qu'il va falloir faire le pari de la vérité. Vous savez, la démocratie à Athènes, elle était fondée sur 3 piliers. Le pouvoir du peuple, donc l'élection, la démocratie en tant que telle, l'isonomia, ce qui s'appelait l'isonomia, c'est-à-dire l'état de droit, et un 3e pilier qu'on oublie mais alors complètement, qui est la parésia, c'est-à-dire le franc-parler du citoyen qui tient le discours vrai, quitte à mettre en péril sa propre base et à heurter ses propres partisans. Et ça, c'était vraiment un truc essentiel. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne à un minimum de parésia aussi. Quel est le sens de votre vie? Alors, vous avez des questions. C'est pas facile. Quel est le sens de ma vie?
Je pense que c'est cette lutte pour ce qu'on a de plus précieux en termes publics. C'est la démocratie, et de plus fragile aussi. Moi, je suis un vrai combattant de la démocratie, et de la démocratie européenne en particulier, de la démocratie en France, et des démocraties européennes dont les destins sont liés. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui nous permet de vivre dans ce qui rend le monde vivable. Enfin, vraiment vivable. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de vivre dans l'absence de ça. Mais c'est possible, hein. Ça peut arriver. Mais de vivre dans l'absence de ça, c'est un cauchemar permanent. La vie devient sombre, réellement sombre. Et je crois qu'il y a une inconscience très répandue de ce qu'est la vie sans la démocratie. Raphaël Glucksmann, qu'auriez-vous aimé que votre mère vous dise et qu'elle ne vous a jamais dit? Tu avais raison de faire de la politique. Parce qu'elle avait trop de méfiance vis-à-vis des appareils politiques, trop de déception, à mon avis, et je pense aussi une forme d'inquiétude face à ce qu'était le monde politique. Et votre père, qu'auriez-vous aimé qu'il vous dise? Merci d'avoir été là pour ta mère. Parce que c'est la promesse que je lui ai faite quand il allait partir. C'était sa grande inquiétude. Et c'est une promesse que j'ai tenue. Et donc, vous m'avez posé la question de la foi tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après la mort. J'en sais rien, en fait. Mais je l'ai tenue, cette promesse. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann. Merci à vous.